Et nous avons les pieds sur terre ce matin, toujours en compagnie de Jean-François. Bonjour Jean-François, Bonjour Léa, ça va bien? ça va bien? Surtout Alors, qu'on a aujourd'hui un super invité. génial, un super invité, on est ravis de l'avoir, on est très heureux. Bonjour Rémi. Bonjour à tous les deux. Votre nom c'est Rémi Dupuis et C'est vous ça. êtes, qu'est-ce qu'on pourrait dire, un explorateur, un globe-trotteur. Mais moi j'ai envie de dire plutôt que vous êtes un amoureux, un passionné, un curieux de la nature, hein, de la nature sauvage. Mais avant tout, on va dire quand même que c'est un journaliste, que vous êtes l'auteur de documentaires. Et ce sont des documentaires animaliers ou c'est un peu plus que ça? Bon, ce serait prétentieux de dire que c'est un peu plus que ça. Nous, on se concentre effectivement sur l'animal parce qu'on considère que c'est un bon vecteur, un bon ambassadeur de la cause naturelle et qu'il plaît au public. Donc voilà, on s'est concentré sur l'animal qui est un élément de la nature, mais il n'est pas le seul. Moi, il se trouve qu'après, je suis un passionné d'animaux depuis tout petit. J'ai été petit-fils d'éleveurs, j'ai eu beaucoup d'animaux, je les ai observés depuis tout petit. Je suis né dans le sud-ouest, en Gascogne, et c'est vrai que c'est un endroit où on a accès à une belle nature assez préservée, dans les Pyrénées, sur le littoral atlantique. Et donc très tôt, je me suis intéressé à l'animal et effectivement, transposer mon métier à ma passion était un objectif. Alors, comment on devient jeune Gascon passionné d'animaux? Comment on en devient un documentariste un peu hors pair quand même? Ben, merci. Je me pose la question souvent et on me la pose aussi beaucoup. Bon, effectivement, moi j'ai fait assez vite des études de communication et de journalisme audiovisuel parce que j'aimais m'exprimer, j'aimais transmettre, mais pas transmettre pour transmettre. C'était vraiment l'idée de mettre la forme au service d'un fond. Et pour moi, il était évident que je voulais aider la nature à obtenir une visibilité qu'à mon sens, elle était en train de perdre, notamment auprès des nouvelles générations, des plus jeunes. Ça ne veut pas dire qu'on boude les autres publics, bien entendu, mais l'idée c'est de ne pas perdre ce lien qui est devenu très ténu, très étroit, entre les humains et la nature qui les environne et les environnait davantage encore hier. Oui, parce que par rapport à un photographe purement animalier, tu recherches systématiquement ce lien particulier qui se tresse entre l'homme et l'animal. Je suis ton parcours déjà depuis pas mal de temps. J'ai pratiquement vu toutes les émissions Super. que tu as réalisées. Et ce lien entre l'homme et l'animal est tout à fait particulier. Ce que tu arrives à construire, c'est un lien vraiment très particulier. Bah, au-delà de l'idée de faire du documentaire animalier, c'est une opportunité qui m'a été offerte en premier lieu par Nat Geo Wild, donc ce sont les chaînes qui s'intéressent à la vie sauvage du groupe National Geographic. Eh bien, c'était aussi de replacer l'humain dans l'écosystème, c'est-à-dire ne pas l'exclure, ne pas sanctuariser la nature et mettre en valeur, comme dans la plupart des documentaires dits animaliers purs, seulement des animaux qui s'ébattent, qui se poursuivent, s'entretuent parfois, qui migrent, qui agissent en fait, hein, qui adoptent certains comportements. Nous, on voulait vraiment repenser l'homme, le replacer dans son milieu naturel, parce que nous sommes partie de ces biotopes, de ce milieu naturel, et pour moi, ça ne se passe pas sans nous. Ça, c'est important. Dans ces documentaires, d'ailleurs, tu les connais bien, Jean-François, ces documentaires, j'en ai vu quelques-uns. Il y a vraiment une caractéristique chez toi, Rémi, c'est que tu es plein de fougue, d'enthousiasme. On sent que tu aimes cette nature, tu aimes les animaux. Il y a cette envie de transmettre. Il y a un aspect, il y a plutôt un sens un peu pédagogique, hein. Il y a aussi l'envie de transmettre aux générations, je crois, cet amour. C'est sûr, il y a aussi au départ, on dit souvent, moi j'ai une maman qui est dans les ressources humaines, etc. Elle m'a souvent parlé de micro-compétences qu'il ne fallait pas hésiter à mettre en œuvre, à utiliser. Et moi, depuis petit, j'aimais raconter des histoires, je sentais que je connaissais plus de choses sur la nature que mes camarades, donc j'aimais les intéresser à ça, j'aimais les amener dans la nature, y compris mes sœurs, y compris ma famille, bon voilà. Et c'est vrai que j'ai voulu mettre cette fougue, comme tu dis si bien, Ouais. qui est très méditerranéenne en fait, hein, qui est quelque chose où on s'exprime beaucoup avec des gestes, on a besoin de toucher, on a besoin parfois de s'exprimer avec emphase pour faire comprendre à son interlocuteur la force, la puissance, l'importance d'un sujet. Et donc j'ai voulu mettre ces outils qui sont presque parfois corporels, charnels, au service de cette cause-là. Donc c'est vrai qu'à l'écran, on a parfois pu me trouver un peu trop trublion, un peu trop Un agité. fanfan la tulipe. Peut-être Un peu, aussi, hein. oui. Bon, en tout cas, très passionné. Et ça ne se passe pas que dans les mots, ça se passe aussi dans les gestes, ça se passe aussi dans l'immersion. Et ça, c'est un concept qui m'a toujours plu. Faire partie, moi aussi,
pour donner l'exemple un peu de ces milieux, aller à la rencontre de ces fameux peuples premiers ou ces peuples qui ont encore un lien fort à la nature, parfois à travers l'animal, parfois à travers des plantes, des croyances, des rites, des coutumes. Moi, c'était aller à la rencontre de tout ça, tous ces liens. Alors, un conteur, ça on a compris. Ouais. Un amoureux de la nature, ça on a compris. Mais quand on a toutes ces qualités-là, entre guillemets, comment on les vend à une chaîne de télé pour qu'ils acceptent de dire Banco, on fait une émission avec vous? Comment tu as fait? C'est ce qu'on appelle la quadrature du cercle. C'est toujours compliqué parce qu'on est toujours exposé effectivement à ce risque qui est de faire ressentir à l'autre une peur, une crainte, de confier des sujets importants et d'avenir à quelqu'un qui a l'air différent. Mais il ne faut pas renier ces différences, je crois. Il faut les cultiver, il faut les ordonner, il faut les dominer et elles deviennent de formidables outils. Donc effectivement, souvent, je me suis dit, je suis un bon candidat pour un dîner de cons. On peut m'inviter, on peut parler d'oiseaux, de chiens, de rhinocéros pendant tout un repas. Mais à la fois, c'est bien, le con, on en a besoin. C'est un interlocuteur qui souvent est passionné, souvent est très investi dans sa cause. Alors moi, l'idée, le grand défi, c'était de rester un enfant de mon siècle, comme disait Musset. C'était de rester connecté à ces outils, à ce que j'appelle le fil conducteur sociétal, à rester dans la tendance, tout en faisant un grand écart et en n'oubliant pas ce que mon grand-père, mon père, mes aïeuls m'avaient transmis, et ma terre aussi, Ouais, c'est la pédagogie. de connaissance de la nature. C'est de la pédagogie Exactement. pure, hein, Et la ce grand séduction. écart, il n'est pas évident, parce Ouais, que les ouais. médias ont besoin aussi de gens auxquels ils font confiance, qui sont un peu dans les clous. Voilà. Au terme de ces combien d'années là de travail? 2-3 ans de Là, reportage? ça fait 4 ans de qu'on documentaire. travaille avec Nat Geo Wild sur des collections qui sont rediffusées par France 5 depuis 3 ans. Donc c'est bien, hein, parce que ça augmente la visibilité, on est toujours content. Il n'y a pas de bilan pour l'instant, on a toujours envie d'en avoir plus. Mais quel constat tu fais de la nature, de la biodiversité en Ah, France déjà? D'accord. C'est vrai qu'on a voulu d'abord balayer devant notre porte et Oui. traiter de la biodiversité française. Parce Oui. qu'on est quand même le pays le plus biodivers d'Europe. Ça, c'est important de C'est le dire. étonnant. On a 4 écozones on en ne le France, sait pas. je ne vais pas faire le détail, mais méditerranéenne, continentale, alpine, polaire en fait en haute montagne, et il m'en manque une, atlantique. Et donc c'est vrai que ces 4 écozones, on est le pays qui a le plus gros potentiel en termes de biodiversité et de quantité donc d'espèces animales, végétales d'Europe. Et donc c'est vrai que balayer devant notre porte, c'était pas difficile. Il suffisait d'aller en haute montagne, dans les fonds marins. On a un désert en France, pas très connu. On a des zones bien sûr littorales, rocheuses, sableuses, des forêts profondes, des ravins, des gorges, des grottes. C'est très riche. Oui. Et donc d'avoir fait Into the French Wild, qui était une première collection de en tout 8 films d'une heure, on a pu se rendre compte et offrir au public un nouveau regard très immersif, sous forme de quête au pluriel, de nos plus belles espèces. Ça me permettait aussi de parler d'espèces plus confidentielles qu'on croisait en chemin. Très bien, mais à partir de là, c'est quoi le parcours? Le premier qui t'a dit Banco? Le premier qui m'a dit Banco, quand on est auteur autoproclamé au début, hein, on se dit bon, il faut que je devienne quelque chose. Donc moi j'avais fini mes études, je suis devenu auteur et je suis allé voir des sociétés de production qui souvent permettent d'accéder aux diffuseurs, autrement dit les chaînes. Et donc j'ai travaillé d'abord avec CBTV, qui était la société de Christian Blachat, qui faisait Culture Pub à l'époque, etc. Regretté Christian Blachat, qui avec son équipe me fait confiance. Et ont voulu proposer ce concept sur la nature, c'était il y a 5 ans déjà, et la nature française. Parce qu'on se disait, bien sûr, les gens aiment bien entendre parler de nature, mais les lions, on en voit souvent à la télé, les baleines aussi, les ours polaires aussi. On voit beaucoup moins le mouflon de Corse, le phoque gris, qui sont pourtant des espèces bien françaises, hexagonales. Et ça me semblait intéressant, ça m'a semblé être un beau défi, que de réussir à faire voyager dans son pays. Alors, la biodiversité en France, c'est un véritable sujet, mais je m'interroge quand même sur la difficulté qu'on a à réintroduire des espèces sauvages en France. Là, je fais une double réponse parce qu'effectivement, je n'ai pas encore répondu à Léa sur la question du constat. Effectivement, la biodiversité est en recul dans la plupart des endroits pour une cause majeure qui est la perte de l'habitat. On en parle peu parce que c'est pas sexy, c'est pas facile à montrer. Si on parle souvent des terrains de football qui tous les jours symbolisent le recul de la forêt amazonienne, on dit aujourd'hui il y a tant de terrains de football qui ont été déboisés. Bon, le constat c'est quand même que les espèces reculent avec cette perte de l'habitat, donc des milieux naturels originels, souvent par la cause de l'homme. Donc il y a bien une responsabilité humaine directe.
Et la deuxième, c'est le bouleversement climatique. On parle aujourd'hui plus de changement climatique que de réchauffement strict, parce qu'on se rend compte que parfois c'est un refroidissement aussi. Le film qui va passer ce week-end sur France 5, dimanche, concerne justement les rennes dans l'Arctique russe. Les chercheurs russes nous ont dit que les rennes pouvaient mourir de faim en hiver de par la chute des températures excessives qui gelaient le permafrost à un tel degré que les rennes ne pouvaient plus gratter le sol et atteindre leur alimentation, qui est un lichen des rennes. Et donc voilà, c'est pas forcément un réchauffement dans tous les cas. Mais c'est vrai que le réchauffement crée un bouleversement dans la répartition des espèces. Aujourd'hui, on va se retrouver avec des espèces plus africaines, plus méditerranéennes dans toute la France, là où les espèces polaires, les espèces nordiques vont, elles, plutôt remonter vers le nord leur aire de répartition. Donc c'est une vraie réalité aussi. L'homme, sa responsabilité, c'est quoi alors? Sa responsabilité, c'est de réparer, bien sûr, c'est de réparer ses erreurs. C'est faisable, c'est encore faisable. Je ne vais pas citer notre ministre de l'Environnement, mais c'est vrai que Nicolas Hulot a souvent parlé effectivement de cette responsabilité et de cette sonnette d'alarme qu'il était encore temps de tirer. Je crois qu'effectivement la COP21 avait quand même permis de franchir un pas dans la responsabilisation des États, responsabilisation commune. Il va falloir des décisions qui soient transfrontalières. On se rend compte que si nous on protège une espèce en France et qu'elle est migratrice par exemple et qu'elle se fait tirer quand elle arrive dans ses quartiers d'hiver dans le Sahel par exemple et que là-bas elle n'est pas protégée ou qu'elle se fait tirer sur son chemin migratoire comme les cigognes se font par exemple tirer au Liban ou dans des îles de la Méditerranée, bon ben on règle qu'une partie du problème. Ça je l'apprends au contact d'experts de l'IUCN, du Muséum, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, tous ces experts dont moi j'ai besoin aussi dans mes documentaires pour me donner une forme de caution scientifique. Parce que moi je ne suis pas expert, je m'autoproclame plutôt passeur. Tu es naturaliste, on ne l'a pas dit. Oui, Tu je es suis naturaliste, mais naturaliste c'est un thème qu'il faut prendre avec des pincettes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire naturaliste, c'est connaisseur et transmetteur de la question naturelle, du savoir naturaliste. Donc oui, je suis naturaliste, mais je suis naturaliste amateur à la base, je suis un professionnel de l'audiovisuel, et j'ai transposé ma passion naturaliste à mon métier, à ces outils. Mais le mot que tu emploies et qui me paraît peut-être le plus essentiel, c'est le mot de passeur. Parce que ce qui apparaît à l'écran, c'est la volonté réelle de faire partager ta passion à un certain nombre de gens qui sont de tous âges, mais notamment la jeune génération. Bien sûr. Est-ce que tu as eu, dans cette passion, la volonté de trouver des modèles de documentalistes, de journalistes, d'autres passeurs avant toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont tu entre guillemets, te revendiquerais? Il y en a, mais malheureusement, ils ne sont pas très connus en France. Moi, comme je suis un fan des écrans et j'ai étudié dans plusieurs pays, dont des pays anglophones, j'ai été attentif à ce qui se faisait dans les cultures anglo-saxonnes, qui sont quand même précurseurs. Et c'est vrai que David Attenborough sur la BBC, Sir David Attenborough, parce qu'il a été anobli par la reine, qui a aujourd'hui plus de 90 ans je crois, qui a toujours été aux commandes de cette transmission des savoirs outre-Manche. Il y a aussi des Américains bien sûr, tout autre style, mais Bear Grylls qui fait toujours l'émission Man vs Wild, où effectivement il apprend aux gens à survivre et à se débrouiller dans la nature. On m'a parfois comparé à lui, alors attention, modestement ça n'a rien à voir, hein. Lui c'est quelqu'un de très installé, mais moi je ne suis pas surtout versus wild, je suis with wild. J'ai besoin de réapprendre aux gens à se réensauvager en harmonie avec l'écosystème et non pas à lutter contre. Mais je ne dois pas cacher que j'ai été inspiré par ces gens qui arrivaient à faire de la nature quelque chose de sexy, quelque chose de tendance, et il faut absolument remettre cette nature au goût du jour. C'est un peu ça, quand j'analyse la manière dont tu fais tes émissions, ça transparaît, c'est-à-dire que le documentaliste français a un ton d'enseignant, de commentateur, et le documentaliste américain, il est dans le truc. C'est-à-dire qu'il est confronté aux choses, il est au milieu du sujet, il est lui-même partie intégrante au sujet, et ça, on le voit dans ta manière de conduire les émissions. Il a les pieds sur terre. Il a les pieds sur terre. Non, c'est-à-dire qu'il y a moins de distance dans le monde anglo-saxon entre le documentaliste et le documentaire ou l'animal ou les hommes étudiés,
Il y a moins de distance que dans le monde français, C'est où vrai. on cherche à avoir une sorte d'attitude de scientifique et qui voit les autres dans le microscope, Qui là se crée une distance, c'est Oui. tout à fait qui vrai. crée une distance. Après, moi je me suis effectivement largement inspiré des anglo-saxons, mais c'était pas pour les copier non plus. Parce qu'ils ont toujours une idée, alors ça c'est parce que c'est le côté colon des Américains, qui sont aussi quand même de grands acteurs du documentaire international, toujours sur l'idée de conquête, de versus effectivement, d'être contre, d'être, non pas de détruire, mais de De se dominer. battre aussi. De dominer, Oui, de se dominer. battre, effectivement, de maîtriser en tout cas. Moi j'ai une attitude quand même plus latine qui est de dire voilà, j'ai envie d'être plus sur le sensoriel et que le partage ne soit pas seulement sur les savoirs, sur le fond, mais aussi dans le geste, dans l'attitude, dans le Et sur contact, l'émotion, sur dans l'émotion aussi. l'émotion. C'est exactement ça. Et on se retrouve dans la seconde partie des Pieds sur Terre. Nous recevons Jean-François et moi Rémi Dupuis, qui est explorateur, globe-trotteur, de formation naturaliste, journaliste et réalisateur de documentaires. Rémi, ce sont des documentaires, on l'a dit dans la première partie, plutôt animaliers, où tu es totalement immergé dans la nature, tu te confrontes à cette nature sauvage, la faune, la flore. Et l'objectif, c'est un objectif un peu pédagogique, c'est de montrer aux gens ce que c'est que la nature finalement, parce que les gens des villes ne connaissent pas tellement. On a envie de savoir quelles aventures tu as vécues, quelles sont les anecdotes que tu as vécues avec des animaux ou avec des plantes, je sais pas. Bah, on a vécu beaucoup d'anecdotes, je dis on, et pour préciser aussi que moi je ne suis pas réalisateur à proprement parler des films. Je pars avec un cadreur réalisateur, on est des toutes petites équipes, parce que pour observer les animaux, qui sont souvent donc, sauvages et assez inaccessibles, il ne faut pas être nombreux. Et donc c'est vrai qu'avec mes réalisateurs, moi je suis l'auteur et donc je suis accompagné par un réalisateur, bien on vit des choses assez hallucinantes. C'est vrai, on a failli traverser la glace dans l'Arctique, on a dû se dépêcher d'aller réchauffer les pieds de mon réalisateur, on a failli tomber d'une falaise au Maroc en essayant de filmer les derniers singes sauvages d'Afrique du Nord, qui sont les magos. Et tu étais sur une crête Exactement. très acérée Voilà. et on t'a presque vu tomber, quoi. Oui, mais il y a plein de choses qui peuvent arriver. Moi, je suis tombé effectivement dans l'Amazone, dans un endroit où effectivement mes guides m'avaient conseillé de justement pas me mettre à l'eau pour des questions de caïmans un peu agressifs, Oui, de piranhas. Bon voilà. C'était prudent. Mais la nature, j'ai toujours eu cette idée en tête qu'elle savait que je lui voulais du bien, qu'on lui voulait du bien, et on est quand même confiant dans l'idée qu'on arrive à trouver les espèces sans se mettre trop en danger. Les anecdotes, elles sont légion, forcément, et c'est ce qui permet aussi de garder la foi en ce qu'on fait, en se dire on va avoir de beaux souvenirs. C'est aussi une quête personnelle, faut pas mentir. Ouais. C'est aussi par passion que je fais ça, mais la transmission est quand même l'objectif principal. Alors moi, ce qui m'importe, c'est de savoir, quand on part comme ça à l'aventure, on sait très bien que peut-être que les téléspectateurs de tes émissions ou les auditeurs de cette radio ne mesurent pas bien, mais l'animal, il est au rendez-vous parce qu'il veut être au rendez-vous. C'est-à-dire que rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné. C'est sûr. C'est sûr, en fait, les gens ont un peu l'impression parfois que la nature est un supermarché, parce qu'on est habitué aux zoos à voir les animaux qui se succèdent de cage en cage, on est habitué à avoir des documentaires où effectivement on voit les animaux de près, presque dans l'œil, dans les détails des griffes, du pelage. Or, effectivement, d'aller chercher ces images, ce sont des heures, des jours, souvent parfois des semaines de tournage. Nous, on n'a pas encore accès à des budgets extraordinaires, mais on essaie quand même de faire au mieux, donc c'est de l'affût, c'est de l'approche, c'est être au bon endroit, au bon moment, aussi avec les bonnes personnes. Il ne faut pas négliger ces présences in situ de spécialistes, encore une fois j'insiste parce que sans eux rien ne serait possible, pour voir les animaux. Mais effectivement on écrit, moi mon travail c'est d'écrire les scénarios de ces films, mais on ne peut pas les respecter à la lettre parce qu'effectivement parfois le colibri ne s'est pas montré. Par contre la nature nous fait le cadeau de nous montrer une genette ou un chevreuil, ou je dis ça à tout, comme ça à tout vent, mais les espèces finissent toujours par se montrer, c'est pas forcément celle qu'on attendait. Faut pas être exigeant sur ça. Par exemple, tu roules sur une route de Yellowstone et au moment où tu penses que tu vas pouvoir passer, tu as un bison qui te fait obstacle. Ce sont des réalités qu'on vit quand on s'intéresse à la nature. Quand on va dans un zoo, il n'y a pas de risque qu'un bison sorte ou qu'une espèce qu'on attend ne soit pas dans son enclos. Mais dans la nature, c'est pas comme ça. C'est certain. Et moi, j'ai un grand regret, c'est qu'on ne sait plus vivre avec l'animal. On en a ou peur, ou on veut le détruire, s'en nourrir, l'utiliser. Forcément, moi, j'entends beaucoup d'enfants et d'adultes qui me disent « Mais ça sert à quoi, un rat ?»
Ça sert à quoi une méduse? Ça sert. Et si je devais leur répondre, parce que c'est des animaux qui les répugnent le plus souvent, hein, bien sûr, si je devais leur répondre, ce seraient des réponses très scientifiques, très complexes de biologie, d'éthologie, du comportement animal, qui sont complémentaires pour qu'un écosystème fonctionne. C'est une machine parfaite. Et si on en retire un élément, elle se meurt, elle dépérit, cette nature. Donc, Et la chaîne est détruite. Exactement. Parce que quelquefois, le prédateur qu'on aime bien de l'animal qu'on n'aime pas, mais le prédateur disparaît parce qu'il n'y a plus sa proie. Et on a besoin de lui. Moi, je suis le grand défenseur de l'ours en France parce que je suis gascon et donc pyrénéen. Et j'ai fait 2 films sur l'ours déjà avec mes amis réalisateurs. Et je continuerai à en parler parce que c'est celui que je connais le mieux. Mais c'est la question du loup aussi. C'est la question de la nécessité de la présence des grands prédateurs. Pour faire ça en une phrase, par exemple, dans les Pyrénées, la forêt se meurt parce qu'il y a un surabroutissement de la part des cervidés. C'est-à-dire, les bourgeons ne peuvent pas éclore, les jeunes arbres ne peuvent pas grandir parce qu'il y a trop de cerfs et de chevreuils et qui ne sont pas régulés par leurs grands prédateurs naturels parce qu'on les a éliminés. Alors la solution, comme dans le Yellowstone pour rebondir, c'est effectivement parfois de réintroduire le grand prédateur ou de le protéger. Mais ça ne veut pas dire d'être non plus sa victime aveugle et de ne pas savoir s'en défendre. On a besoin aussi du pastoralisme, on a besoin d'une activité humaine dans les montagnes, dans les... Est-ce que l'objectif finalement de tes documentaires, ce n'est pas d'apprendre aux humains, aux hommes, de vivre avec cette nature, non pas de l'apprivoiser, non pas de uniquement l'observer, mais de vivre avec, d'interagir, mais avec du respect? Tout à fait. C'est pour ça qu'on s'est intéressé au lien homme-animal, là où il survivait, et pour montrer cet exemple aux sociétés occidentales qui ont perdu ce lien. Aujourd'hui, on est surpris par un chat qui miaule dans une gare, la police montée débarque sur une place comble, ça surprend tout le monde. On ne connaît plus l'animal, et comme on dit souvent, on ne protège que ce qu'on aime, et on aime que ce que l'on connaît. Donc nous, on essaie de participer à cette reprise de connaissance et de conscience de la nature. Tu as des animaux à la maison? Oui, j'ai beaucoup d'oiseaux, j'ai des chiens un peu rares, j'ai beaucoup de chats. Je recherche en ce moment des vaches primitives pour réensauvager un endroit. Enfin voilà, oui, je Tu habites suis... dans une ferme? Oui, voilà, ma famille a une Je comprends ferme maintenant. dans la campagne. Et puis moi, je suis obligé d'avoir un pied en ville pour toutes ces questions de transmission. Alors, on a beaucoup parlé de ces grands moments, de ces grands-messes internationales comme la COP 21, la signature de l'accord de Paris remis en cause par le président des États-Unis avec tous les risques qu'on connaît. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message sur le risque du dérèglement climatique? Allez, de manière très spontanée, qu'est-ce que tu aimerais que, après t'avoir vu, tes téléspectateurs, comment ils traduiraient ça en termes d'actes positifs? Qu'est-ce que tu aimerais voir chez tes téléspectateurs qui diraient « Ah, une partie de mon travail a été vraiment très utile parce que j'ai réussi ça ». Il y a beaucoup de terrains sur lesquels j'aimerais voir mon prochain plus actif et plus proactif, décisionnaire parfois de ses propres réactions. Mais c'est vrai que moi, la réaction que j'avais eue en voyant le film Before the Flood, donc avant le déluge de Leonardo DiCaprio, j'avais compris qu'il valait mieux manger du poulet que du bœuf. C'est très intéressant parce que ça ne veut pas dire ne mangez pas de viande, soyez tous véganes demain. Non, ça veut dire renseignez-vous sur ce que l'on mange, renseignez-vous sur l'impact de nos comportements. Et donc c'est vrai qu'il vaut mieux manger un poulet qu'un bœuf, c'est tout, parce que ça consomme moins d'espace, ça produit moins de méthane. Bon voilà. Alors après, idéalement, c'est moins d'eau, c'est moins exactement, etc. Bien sûr, bien absolument, sûr, voilà. bien sûr. Donc voilà, moi je suis pas végétarien par exemple. Mais je préfère manger peu de viande, une viande de qualité, d'un animal qui a une vie heureuse, qui est tué dignement, dans de bonnes conditions. C'est très important. Et donc moi, je dois être aussi parfois un ambassadeur, mais aussi un exemple. Donc c'est vrai que idéalement, voyager utilement, s'intéresser à la nature, avoir des lectures aussi sur ce biais-là, encourager les dotations de participation au financement de documentaires qui mettent ça en avant. Je crois qu'on en a besoin. Et d'un ministère de l'Environnement fort. Voilà, ce sont des décisions qui aussi incombent à l'individu. Donc effectivement, utiliser moins d'eau, éteindre la lumière quand on sort. Moi, je sais que maintenant, je débranche tous mes appareils en veille. C'est des détails, mais si je le fais pas, personne ne le fera. C'est ce que tu as appris au terme de toutes ces émissions. Qu'est-ce qu'on apprend de la nature? Ce qu'on apprend de la nature, c'est qu'elle est au-dessus de la culture.
c'est parfois difficile à entendre. Moi, je viens d'une famille très culturelle, je peux dire très cultivée, mais en tout cas qui aime la culture, la danse, la musique. J'ai 2 sœurs qui sont plus artistes que moi. Et c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais la nature est au-dessus de ce que nous, une espèce parmi une multitude d'autres, avons créé. C'est superbe, on est dans une bibliothèque, ici c'est extraordinaire, mais à la fois, je crois qu'on a besoin de se rappeler que la nature est tout, elle nous environne et sans elle, nous ne survivrons pas. Donc je crois vraiment que il est encore temps de se conscientiser à ce sujet-là. Et moi j'essaie de montrer les beautés naturelles parce que tout le monde n'y a pas accès. On est là pour encore une fois jouer le rôle de passeur. Moi, je te répondrais, parce que ce que tu dis m'importe énormément, je te répondrais que ce serait bien que la culture s'inspire davantage de la nature. C'est vrai aussi, exactement. Et la culture de devenir plus naturelle. Absolument. Voilà. Mais il y a beaucoup de cultures naturelles. Les arts s'inspirent énormément de la nature, du chant des oiseaux, les compositeurs. Il y a aussi beaucoup de biomécanismes aujourd'hui qui inspirent la science. Bon, voilà, on a encore beaucoup à apprendre de la nature. Ben voilà de belles paroles qui Voilà. vont clore peut-être l'émission. Voilà, merci beaucoup Merci, Rémi, Rémi. de cette participation à l'émission et de toutes les choses passionnantes que tu nous as dites. Et bon vent. Merci de votre accueil.